L'heure H. Jean-Louis Lahaye. « 4 juin 1913. Le soleil brûle la terre de la piste du Tottenham Corner, dans le sud-ouest du Grand Londres. Jusqu'ici, cette 133e édition du derby d'Epsom se déroule à merveille. Une vingtaine de cavaliers et leurs chevaux entament leur dernière ligne droite à la poursuite d'aboyeurs. Un pur sang anglais de 3 ans monté par Edwin Piper, l'un des jockeys les plus en vogue de ce début de siècle. Mais en sortie de virage, alors que les cavaliers les plus rapides s'approchent des 65 km/h, laissant léviter derrière eux une épaisse couche de poussière, on entend pousser quelques cris. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais c'est du suicide! En plein milieu du derby hippique le plus prestigieux d'Angleterre, alors que certains des coureurs ont déjà dépassé l'ultime virage, une femme glisse sous la barrière et fait irruption sur la piste. En une fraction de seconde, elle a le temps de s'agripper le plus fort qu'elle le peut à la bride de l'avant-dernier cheval de la course. Anne meurt, un pur sang à la robe grise, et dont le propriétaire n'est autre que Georges Frédéric Albert, dit Georges V, 9e roi d'Angleterre. L'intruse est instantanément heurtée par l'animal et son jockey qui, en la percutant, s'écroule sur elle. Des hurlements remontent des travées du Tottenham Corner. À peine 1 minute plus tard, médecins, brancards et spectateurs s'élancent sur la piste pour assister l'accidenté. Accident? Suicide? Geste prémédité? Qu'a bien pu pousser cette femme à se jeter sous les sabots du cheval du souverain d'Angleterre lors du plus important derby du pays? Nous sommes le 4 juin 1913. Il est 15h49 et c'est l'heure H de mon histoire. En réalité, pour comprendre les tenants et aboutissants de ce geste déroutant, il faut remonter près de 20 ans auparavant, en 1897, dans un salon bourgeois de l'Ouest londonien, dans lequel une quinzaine de femmes tiennent cénacle. L'une d'entre elles se tient debout face à un guéridon en chêne, stylo à plume dans la main. Sur le guéridon figure un document sur lequel il est inscrit « Fédération de l'Union nationale des sociétés pour le suffrage des femmes ». La femme qui s'apprête à signer ce document historique s'appelle Millicent Garrett Fassett. Née 50 ans plus tôt dans une famille progressiste, Millicent Garrett est une grande femme aux cheveux châtains et au port de tête altier, caractéristique des bourgeoises de l'Est de l'Angleterre. Arborant toujours une tresse en couronne sur la tête, elle milite depuis quelques années pour les droits des femmes anglaises. À cette période, la société britannique est particulièrement rigide et conservatrice. Le travail et la famille sont les éléments qui régissent la communauté et au sein même du foyer, les rôles sont extrêmement réglementés et impartis. L'homme a le statut de chef de famille et peut jouir de tous les droits du citoyen anglais. Travailler, voter et posséder des biens. À l'inverse, la femme est subordonnée à l'identité de son mari et citoyenne de seconde zone. Au cours du 19e siècle, la femme a pour vocation d'être le complément de l'homme et de vivre sous sa tutelle sans détenir plus de droits qu'un enfant, un criminel ou une personne atteinte de pathologie mentale. Pour vous dire, la doctrine dite de la couverture stipule que la personnalité juridique d'une femme est révoquée lorsqu'elle se marie et se fond avec celle de son époux pour devenir une femme couverture. Oh, elles ont bien acquis un droit, celui de travailler, comme par hasard. Mais à métier équivalent, elles ne gagnent qu'à peine un tiers du salaire d'un homme.
C'est au sein de cette société archaïque qu'a lieu en 1867 le mariage de Millicent Garrett avec Henry Fassett. Le marié est un homme politique libéral du Sud, grand maigre aux cheveux bruns et doté d'un flegme typique anglo-saxon. Henry Fassett a perdu la vue 10 ans avant son mariage, au cours d'un accident de chasse. Si Millicent était déjà sensible à la condition des femmes anglaises durant son adolescence, c'est 10 ans après son union avec Henry qu'un événement va motiver sa lutte pour davantage de droits. Alors qu'elle déambule dans les rues londoniennes par un après-midi d'automne 1877, Millicent sent une pression sur son bras droit. Elle a à peine le temps de se retourner qu'un homme portant une casquette Newsboy, le fameux modèle Peaky Blinders, s'est emparé de son sac à main sur lequel il tire de toutes ses forces. Prise de surprise, Millicent est entraînée par la puissance du voleur. En un instant, elle se retrouve projetée à même le sol, le visage contre le pavé. Lorsqu'elle relève la tête, l'homme a déjà pris la fuite, son sac dans les mains. Remise sur pied par des badauds qui ont assisté impuissants à la scène, Millicent décide de se rendre au commissariat le plus proche afin de signaler le vol de son sac. C'est devant l'officier du commissariat de West London qu'elle va alors tomber de haut. Lorsqu'elle lui détaille l'agression le plus précisément possible afin de déposer une plainte, le policeman l'interrompt. « Mais, Mrs., il ne s'agit pas de votre sac. » Comment cela, officier ? Bah, évidemment qu'il s'agit de mon sac. Il m'a été offert par ma mère pour mon 17e anniversaire, lui répond Millicent, interloquée. Ah, il s'agit de la propriété de votre mari, Sir Henry Fassett. En vertu de la loi, vous n'avez aucun statut qui vous autorise à posséder un bien de façon indépendante. Réplique sur un ton acariâtre l'officier de police. En sortant, Millicent ne croit pas ce qu'elle vient d'entendre. À peine rentrée chez elle, elle raconte sa mésaventure à Sir Henry, son mari. Non mais tu te rends compte ? Ce sac n'est même pas considéré comme étant le mien. C'est complètement délirant. Lorsque le policier me parlait, j'avais le sentiment que c'était moi la voleuse. Cet incident l'a fait cogiter pendant plusieurs jours. Comment est-il possible de ne pas exister comme individu dans une société, ne pas valoir plus de droits qu'un esclave sous l'Empire romain, se dit-elle. Après y avoir réfléchi toute la semaine, Millicent Fassett décide de prendre les choses en main. Les femmes anglaises, pense-t-elle, doivent pouvoir au minimum disposer du droit de posséder, à commencer par posséder leur propre corps. Elle se lance donc dans une pétition dans le but d'introduire cette proposition de loi au Parlement britannique. Et dans sa bataille pour les droits des Anglaises, elle possède un atout. En effet, son mari, Henry Fassett, est un député libéral progressiste. Ce dernier est plutôt favorable à l'émancipation des Anglaises, ce qui va profiter au combat de Millicent à 2 égards. Tout d'abord, il pourra faire remonter sa pétition à Westminster en circuit court directement. Mais surtout, il va laisser sa femme mener son combat de manière libre et indépendante. Et autant vous dire qu'en 1880, cette permissivité n'était pas de coutume chez les hommes britanniques. Après plusieurs années à tenter de faire pression sur le Parlement anglais, Millicent Fassett va gagner sa première bataille. En 1884, la loi accorde finalement aux épouses le droit de posséder des biens, ainsi que leur propre corps. Une victoire exceptionnelle pour la militante. Mais la guerre est loin d'être gagnée. En possédant leur propre corps, les femmes sont reconnues comme des individus par la société britannique. Et lorsqu'on est individu, on peut alors revendiquer ses droits.
Revenons donc à cet après-midi londonien de 1897. À presque 50 ans, et désormais veuve, Millicent a réuni dans son salon les principales dirigeantes des groupements féministes locaux d'Angleterre. Son intention, toutes les fusionner, sous la même et unique bannière, celle du National Union of Women's Suffrage Societies, le NUWSS. Ce groupement d'associations a un but clair et annoncé: la réforme électorale accordant le droit de vote à toutes les femmes anglaises majeures. Leur action, chapeautée par Millicent Fawcett, se met très rapidement en place au cours de l'année 97. Tractage en rue, édition de journaux, discours et lobbying auprès des députés libéraux, tous les moyens légaux doivent être mis en œuvre lors des réunions du NUWSS pour tenter de faire passer cette loi. Si l'action militante des féministes anglaises reste relativement modérée, elle dérange et ébranle néanmoins une bonne partie de la société britannique, très corsetée par la religion et les traditions. Certains se posent des questions. Si les femmes s'occupent de politique, qui s'occupera alors du foyer, des enfants Beaucoup n'acceptent pas de les voir s'approprier leur propre combat et se rendre visibles dans l'espace public. Dans les journaux, on leur attribue très vite un surnom: les suffragistes. Au Parlement, des groupes politiques se forment pour s'opposer à ce danger émergent contre le royaume. Certains députés se montrent alors particulièrement violents, n'hésitant pas à traiter les suffragistes d'hystériques ou même de prostituées. 3 ans après la création du NUWSS, Millicent Fawcett organise, toujours chez elle, une assemblée générale de la fédération. Il faut bien reconnaître que l'ambiance n'est pas à la fête. Si les idées des suffragistes se sont petit à petit propagées dans la classe politique anglaise, la route est encore longue avant l'accession au droit de vote. Et certaines de ces militantes commencent à perdre espoir. Les regards semblent vides et peu nombreuses sont celles qui prennent la parole. Millicent, le combat est perdu d'avance. Faut se rendre à l'évidence. L'opinion publique ne veut pas d'autres femmes indépendantes, en dehors de la reine Victoria, lance une militante à la meneuse des suffragistes. Les lords sont réélus dans 2 mois, alors gardons espoir, tente de motiver Millicent. Les conservateurs ne tiendront pas un mandat supplémentaire. Et les libéraux nous ont promis des garanties pour le droit de vote. C'est pas maintenant qu'il faut lâcher. Et puis, une voix émerge du fond de la pièce. Au diable les garanties, faut de l'action! À l'entente de ces mots, la quinzaine de femmes présentes se retournent pour constater que cette protestation provient d'Emmeline Pankhurst. À demi étendue sur la méridienne de style victorien du salon des Fawcett, Emmeline Pankhurst toise l'assemblée en recrachant la fumée de son porte-cigarette d'un air dédaigneux. Les militantes suffragistes restent bouche bée par l'aplomb avec lequel celle qu'elles ont pris l'habitude d'appeler Emmeline s'est opposée à leur meneuse. Pourtant, cela fait plusieurs années que les militantes connaissent les positions d'Emmeline Pankhurst. Cette dernière fait partie des groupements suffragistes historiques qui plaident pour le droit de vote des femmes depuis plus de 20 ans. Créatrice et dirigeante d'une organisation féministe à Manchester, elle n'a pas hésité une seconde à rejoindre la fédération suffragiste, créée il y a 3 ans et conduite par Millicent Fawcett. Également issue d'un milieu bourgeois, Emmeline a suivi des études à Paris, avant de se marier avec Richard Pankhurst en 1878. Après leur déménagement dans le centre de Londres, la mancunienne, comprenait l'habitant de Manchester, intensifie ses activités en faveur du droit de vote des femmes. Son salon de Russell Square devient une vraie plaque tournante pour intellectuelles et militantes féministes anglaises. La cause des femmes occupe une part si importante dans son quotidien qu'elle y rallie ses 2 filles de 18 et 20 ans, Christabel et Sylvia. Cette quarantenaire très poche british est connue au sein des milieux féministes pour ne pas hésiter à faire entendre sa voix, par tous les moyens possibles. Le regard sombre et farouche d'Emmeline Pankhurst
ne manque pas d'impressionner ses collaboratrices, toutes plutôt disposées à se plier aux directives de Millicent Fawcett. « Mais que veux-tu dire par là, Emmeline ?» s'enquiert la dirigeante du NUWSS. « Nous mettons déjà toutes les actions qui sont à notre portée pour faire pression sur le Parlement. »« T'es bien certaine de cela, Millicent ?» lui répond Pankhurst. « Vraiment toutes les actions. Jusqu'ici, nous n'avons été que des pisse froids pour les hommes de ce pays. Aucun ne nous écoute, ni ne considère nos revendications, parce qu'on ne fait peur à personne. On est des constitutionnalistes. On tente de convaincre avec des tracts minables et des slogans mollassons. Mais ça peut plus durer. On doit nous considérer autrement. Et qu'est-ce que tu comptes faire? La révolution? S'agace la leaduse suffragiste. On fait pas d'omelette sans casser des œufs, Millicent. Pour qu'on parle du combat pour le droit de vote des femmes, il faut d'abord qu'on parle de nous et de nos actions. Et ça marchera pas en restant dans le cadre légal. Tant pis pour les lois. Des actes, pas des mots. L'heure H. Jean-Louis Lahaye. Deeds, not words. Des actes, pas des mots, c'est le slogan que vont décider de s'approprier les disciples du nouveau mouvement créé par Emmeline Pankhurst. L'année 1903 voit naître l'Union sociale et politique pour les femmes, une association dirigée par Pankhurst et non mixte, interdite aux hommes. Très vite, les médias conservateurs voient en cette nouvelle confédération l'occasion de diviser les luttes féministes afin de mieux les affaiblir. Les partisanes du nouveau mouvement activiste sont renommées les suffragettes, insinuant une forme expérimentale ou d'imitation du groupe formé par Millicent Fawcett. Dans les premiers temps, la mancunienne peine à rameuter des militantes, la plupart n'envisageant pas de s'éloigner de la doyenne Millicent et ayant vécu la sédition de Pankhurst comme une trahison envers le mouvement historique. Mais après quelques mois, la chef de celles qu'on appelle désormais les suffragettes forme autour d'elle une sorte de garde rapprochée. À l'instar d'un parrain de la mafia, gravite autour d'Emmeline Pankhurst une petite dizaine de femmes, dans laquelle on retrouve sa sœur, Mary Jane, mais également ses deux filles, Christabel et Sylvia. En plus des Pankhurst, une nouvelle recrue commence à faire parler d'elle, Emily Davison, originaire du sud-est de Londres. Davison a 32 ans lorsqu'elle intègre les suffragettes. Très vite, elle manifeste un désir et des disponibilités pour prendre du galon au sein de l'organisation féministe. Partisane de la désobéissance civile, n'hésitant pas à avoir recours à des méthodes musclées, elle se propose pour faire partie de cette fameuse garde rapprochée. Il faut dire que la figure d'Emmeline Pankhurst en fascine plus d'une. La leaduse des suffragettes exalte ses disciples en forgeant constamment de nouveaux slogans. Le dernier, Never give up, never surrender, ne jamais abandonner, ne jamais se rendre. Pendant les premières années, les actions des suffragettes se matérialisent surtout par des actions de désobéissance civile. Rassemblements devant le Parlement, acte de s'enchaîner à un bâtiment politique et même collage. Oui. Déjà au début du XXe siècle, les femmes avaient compris que se réapproprier un espace public dont elles ont été exclues constitue les fondements du combat féministe. Du côté des suffragistes, on ne voit pas d'un bon œil ces formes d'activisme plus directes, parfois à la limite de la légalité. Quel intérêt y a-t-il, se demande Millicent, à s'opposer de telle manière aux hommes ? À la fin, ce seront eux qui décideront si oui ou non les femmes peuvent devenir des citoyennes britanniques. Mieux vaut les avoir dans la poche. Pour autant, la suffragiste est bien obligée de reconnaître qu'en quelques années, l'action des suffragettes a porté des résultats plus probants que ces 20 ans de militantisme pacifique. Deux visions qui vont s'éloigner davantage dans le courant de la première décennie du XXe siècle. En 1905, et pour la première fois, Emily Davison est incarcérée pendant 7 jours pour avoir craché au visage d'un officier de police lors d'une manifestation. L'année suivante, 3 d'entre elles sont à nouveau placées en détention pour avoir interrompu une séance plénière du Parlement britannique.
Alors que la pression des suffragettes s'intensifie de plus en plus sur le pouvoir politique anglais, l'année 1908 incarne un véritable tournant dans leur combat. Les citoyens anglais sont appelés à voter plusieurs fois de 1906 à 1908. Après 11 ans de gouvernement conservateur, les libéraux sont de nouveau élus au pouvoir. Une victoire pour les mouvements féministes anglais à qui les libéraux ont promis des réformes pour le droit de vote des femmes lors de leur ascension au pouvoir. La nomination d'un nouveau Premier ministre libéral est accueillie très positivement, tant par Millicent qu'Emmeline. En réalité, les espoirs vont rapidement retomber. Le mouvement libéral politique étant constitué exclusivement d'hommes, la question du droit de vote pour les femmes tarde à arriver sur la table. Et lorsqu'elle est évoquée, elle est très vite écartée, faute de priorité. En 1908, les suffragettes se réunissent donc devant Westminster afin d'exprimer leur colère, pancarte en main et slogan à la bouche. Seulement, après plus d'1 heure de protestation, le Parlement anglais ordonne à la police de dissoudre le rassemblement. Face à près de 2000 femmes, les officiers de Scotland Yard laissent aller leur animosité envers les féministes, que la plupart exècrent, et les suffragettes sont réprimées brutalement. Nassage, matraque, coups de poing, tous les moyens sont bons pour dissuader les militantes de continuer à protester devant Westminster. Certaines d'entre elles sont blessées sévèrement. D'autres, refusant de se dissiper, sont incarcérées à la prison de Newgate. Dès le lendemain, les organisations féministes se réunissent chez les Pankhurst pour une assemblée d'urgence. Les mots volent plus haut les uns que les autres. « Faut laisser tomber, ça devient trop dangereux », préconisent certaines. « Dieu sait ce que les matons vont faire aux camarades à Newgate », s'alarment d'autres. Au milieu de cette agitation, Emmeline Pankhurst reste calme avant de s'avancer au centre du salon et de faire taire l'assistance. L'atmosphère se charge alors d'un poids historique dans le salon de Russell Square, comme si toutes les femmes présentes cet après-midi de décembre avaient conscience que ce jour marquerait un tournant dans leur lutte. Chers amis, depuis 50 ans, nous n'avons eu de cesse de lutter pacifiquement pour obtenir le droit de vote pour les femmes. Nous n'avons jamais eu pour ambition d'être des briseuses, mais plutôt des faiseuses de loi. Hier, les hommes de ce pays nous ont prouvé qu'ils ne voulaient pas d'une lutte pacifique, mais bien d'une guerre. Notre devoir, si l'on nous attaque, est de se défendre. Et si les hommes veulent la guerre, eh bien, ils l'auront. Je ne m'adresse pas à vous ici en tant que militante, mais bien en tant que soldat. Désormais, je veux que chaque femme de cette assemblée, qu'elle soit épouse, mère ou travailleuse, mette tout ce qui est en son possible pour violer les lois du royaume. Mes amis, préparez-vous car le prochain meeting que nous mènerons n'en sera pas. Ce sera une rébellion. Lorsqu'Emmeline Pankhurst redescend de la chaise sur laquelle elle était montée pour adresser son allocution, l'ambiance s'est électrisée dans la pièce. On pourrait entendre une mouche voler. Depuis qu'elle a fondé les suffragettes, Emmeline a petit vu son statut évoluer de leaduse à pratiquement gourou. Quand elle parle, elle harangue les foules tel un despote, et les yeux de ses partisanes brillent à l'écoute de ce qu'elle considère comme la parole sacrée. Entre 1908 et 1910, les actions violentes des suffragettes s'étendent dans toute l'Angleterre, à commencer par les fameuses window breakers, les briseuses de vitres. Un groupe de femmes se donne rendez-vous dans une rue commerçante de Londres et, à un signal,
balancent des marteaux sur les vitrines des magasins en hurlant des slogans féministes. Un attentat contre le domicile d'un ministre anti-suffrage est même programmé. Et il voit sa résidence secondaire du Hampshire partir en fumée après une explosion de C4. Semaine après semaine, les suffragettes provoquent la haine des petits milieux bourgeois qui les considèrent comme des hystériques, ne manquant pas de les insulter dans la presse. Et autour d'Emmeline Pankhurst, sa garde rapprochée s'est mise au jujitsu pour être capable de se défendre face aux hommes qui les attaqueraient. Car le futur meeting évoqué dans son discours était déjà programmé à une date bien précise dans l'esprit de la meneuse des suffragettes, celle du 18 novembre 1910. Pankhurst sait qu'à l'issue des nouvelles élections de 1910, le gouvernement doit se prononcer en faveur du suffrage des femmes à cette date précise. Elle décide donc de réunir toutes les suffragettes devant le Parlement, le vendredi 18 novembre à midi. Si le projet de loi est accepté, le parvis de Westminster sera un lieu de festivité. S'il est rejeté, elles y exprimeront pleinement leur colère. Lorsqu'elles atteignent le parvis du Parlement, l'ambiance est déjà très tendue. En effet, les actions de sabotage et les attentats perpétrés par les suffragettes ont poussé le gouvernement à classer le mouvement comme une organisation terroriste. Scotland Yard, informé d'une manifestation, a donc déployé des officiers dans toute la ville. Et figurez-vous que les policemen ont reçu des consignes directement du tout nouveau ministre de l'Intérieur, un certain Winston Churchill. Churchill, alors inexpérimenté et tout jeune ministre, s'est mis en tête que ces révoltes de bonnes femmes devaient être matées le plus rapidement possible. Il a donc donné comme ordre de charger à la première agitation. En plus des dizaines de policiers présents, des badauds se sont également agglutinés sur la place à la vue du rassemblement féministe. L'hostilité des patriarches est grande envers ces femmes qui, en plus de vouloir le droit de vote, dézinguent tout sur leur passage. Les esprits s'échauffent vite chez certains hommes qui les alpaguent et les poussent. « Rentrez chez vous, bande d'hystériques !» s'écrient certains. « Votre place est à la cuisine !» hurlent d'autres. Face à la fureur populaire, les suffragettes tentent de ne pas se laisser décontenancer. Elles maintiennent leur cap, hurlant des slogans sous les fenêtres de Westminster et agitant des pancartes. Mais très vite, la police assimile cette opposition à une émeute et décide d'appliquer les consignes du ministre de l'Intérieur. Les femmes sont d'abord nassées, puis matraquées, frappées, alors même qu'elles sont par terre. Aussitôt, les passants hostiles au rassemblement prennent part à ce déchaînement de violence et s'unissent avec les policiers pour rosser les suffragettes. Certaines sont traînées à même le sol, dans des rues latérales, et beaucoup subissent des violences sexuelles et des viols. Après plus de 3 heures d'acharnement, certaines parviennent à s'échapper, le plus souvent le visage tuméfié par les ecchymoses et les saignements, la jambe ou le bras cassé et les vêtements déchirés. L'intention de la police et des passants est claire: terroriser les femmes et les soumettre à des humiliations sexuelles dans l'espace public, pour leur donner une leçon. C'est à la suite de cette tragédie que les suffragettes décident de renommer l'événement le Black Friday, Vendredi Noir, un événement que les féministes du monde entier continueront de commémorer, plus d'1 siècle plus tard. L'heure H. Jean-Louis Lahaye. Les pertes et les traumatismes causés par le Black Friday sont sévères chez les suffragettes. Certaines passeront plusieurs semaines à l'hôpital, d'autres resteront handicapées à vie. Une partie est également mise sous les verrous pour tentative d'attentat, dont notamment Mary Jane, la sœur d'Emmeline Pankhurst, ainsi qu'Emily Davison, l'une de ses plus proches femmes de main. C'est d'ailleurs pour ces dernières que le pire est à venir. Pour contester leur arrestation, les 2 femmes ont décidé d'entamer une grève de la faim.
Après 3 jours de perplexité, le ministre de l'Intérieur ordonne aux matons de les forcer à se nourrir. Tous les jours, 5 personnes font irruption dans leurs cellules. 3 gardes pour les maintenir immobiles et 2 infirmières pour insérer un tube en caoutchouc jusqu'au milieu de leur gorge. Une fois le tube suffisamment enfoncé, l'infirmière dispose d'un entonnoir en porcelaine dans lequel elle verse un mélange de farine et de lait. Au bout de plusieurs jours, et alors que la bouche de Mary Jane est complètement ulcérée, les infirmières finissent par enfoncer le tube dans son nez. Emmeline Pankhurst s'arrange pour rendre visite le plus souvent possible à sa sœur et sa camarade. C'est depuis l'autre côté de la vitre du parloir qu'Emily Davison exprime pour la première fois l'idée de préméditer une action coup de poing, comme elle n'en a encore jamais commise. Faut taper fort, Emmeline. Faut que le monde entier se rende compte du sort qu'on réserve à des femmes qui luttent pour leurs droits. On doit être vu par le monde entier cette fois. Comment tu veux que je m'y prenne ? Lui rétorque Pankhurst. Aucun journaliste n'acceptera de nous prendre en photo, ni même de nous accorder un papier. Écoute, je vais y réfléchir, mais je te garantis que je vais trouver, affirme Davison. Dans les geôles de la prison de Newgate, l'état physique de Mary Jane ne s'améliore pas. La sœur d'Emmeline a été sévèrement violentée par la police qui l'a frappée à la tête, entraînant de nombreuses commotions cérébrales. Sa grève de la faim et les maltraitances subies ont aggravé la situation. Malgré tout cela, la militante refuse de se nourrir, ainsi que de se faire soigner. Le 25 décembre 1910, alors qu'elle célébrait Noël, Emmeline Pankhurst est informée que sa sœur est décédée d'une hémorragie cérébrale en prison, soit 1 semaine après le vendredi noir. Le choc est dur à encaisser pour Emmeline et pour toutes les militantes. Après 7 ans de combat, les suffragettes tiennent leur premier martyr. Quelque temps après la sortie de prison d'Emily Davison, une assemblée générale est organisée dans le salon de Russell Square. Alors que Pankhurst, endeuillé, a des difficultés à jeter ses forces dans le combat et à remotiver ses troupes, l'ex-prisonnière prend les devants. En prison, Emily Davison a eu le temps de réfléchir à une nouvelle action militante. Et elle a eu une idée. Pour visibiliser le combat pour le droit de vote, il faut choquer. Mais trêve de violence et d'affrontements contre les forces de l'ordre. Le Black Friday a laissé de trop nombreuses séquelles dans les esprits et les corps. Le meilleur moyen de se faire entendre, c'est d'abord de se faire voir. Pour cela, quoi de mieux qu'un événement ultra populaire en Angleterre, filmé par les premières caméras portables et auquel assistera le roi George V en personne. Au Royaume-Uni, le derby d'Epsom est la course hippique la plus prestigieuse de l'année. Fondée en 1780, elle est réservée aux meilleurs poulains et jockeys du pays qui s'affrontent sur une piste de plus de 2 km. Le vainqueur y repart chaque année avec une récompense de 1500 livres sterling. Le plan d'Emily Davison est simple. Se rendre au derby, muni de pancartes et drapeaux, s'introduire sur la piste et y interrompre la course avec fracas. Parmi les suffragettes, certaines sont réticentes. Comment interrompre une course hippique à laquelle assistent des milliers de spectateurs et dans laquelle les chevaux galopent à quasiment 60 km/h? Mais Davison se montre convaincante. Elle se campera dans un virage plusieurs heures avant le début de la course, afin d'être le plus proche possible de la barrière. Toutefois, depuis les événements de décembre 1910, les activistes sont plus réticentes à partir au front la fleur au fusil. On a déjà perdu Mary Jane. Le mouvement ne se relèvera pas si on encaisse une autre perte, lance une militante. Mais qui vous parle de mourir? Lui rétorque Emily. Il s'agit simplement d'interrompre la course de canasson préférée du roi et des petits pantouflards du sud de Londres. Sentant que le plan d'Emily est déjà bien rodé, Emmeline Pankhurst et les autres militantes finissent par se laisser convaincre.
Faut reconnaître que si le drapeau des suffragettes flotte sur la piste du Tottenham Corner face à la tribune royale, ce sera l'aboutissement d'une décennie de combats acharnés. Le 4 juin 1913 donc, date à laquelle se déroule le 133e derby d'Epsom, Emily Davison et 2 autres membres des suffragettes se rendent au Tottenham Corner dans la matinée afin de se positionner aux meilleures places en sortie de virage, juste avant la dernière ligne droite. À 15h49 précisément, Edwin Piper et son pur sang aboyeur s'élancent en tête de la course dans la dernière ligne droite du derby, devant les yeux d'Emily Davison. La militante suffragette laisse passer le futur champion, bien décidé à interrompre la course au moment du passage du cheval royal, Anne-Mère. En effet, la tradition anglaise veut que le cheval du roi puisse concourir dans les grandes courses hippiques. Mais ici, mal embarqué, Anne-Mère et son cavalier, Herbert Jones, ne figurent qu'à l'avant-dernière place, au moment d'entamer l'ultime ligne droite. Davison surgit de sous la barrière, une simple main courante en acier sous laquelle il est aisé de se faufiler. Au moment de faire irruption sur la piste, la suffragette hurle « Vote for woman, never give up, never surrender », le fameux slogan du mouvement. Sans avoir le temps de ralentir, le cheval la percute à grande vitesse et s'effondre, entraînant dans sa chute le jockey et écrasant Emily sous ses sabots. Tout va si vite que la suffragette n'a même pas le temps de déployer son drapeau. Immédiatement, les spectateurs, qui n'ont pas saisi l'enjeu de cette infraction, surgissent sur la piste pour tenter d'assister Davison. Elle est en urgence transportée à l'hôpital le plus proche. Son acte, quasiment suicidaire, est resté à jamais dans l'histoire, car en 1913, le derby d'Epsom était pour l'une des toutes premières fois filmé par une caméra à manivelle Pathé Nouvelle. Si bien qu'il subsiste un document vidéo de l'incident sur Internet. 4 jours plus tard, le 8 juin 1913, Emily Davison succombe à ses blessures dans un hôpital d'Epsom. Son geste est considéré comme un acte de bravoure héroïque dans le combat pour l'accession à plus de droits. Elle est enterrée le 14 juin 1913. Ses funérailles sont un événement dans l'histoire des luttes féministes anglaises et mondiales. D'abord pour l'ampleur de l'événement. 5000 femmes forment un cortège transportant le cercueil de la militante sur lequel figure l'inscription « Fight on », continuer le combat entre les gares londoniennes de Victoria et de King's Cross. Ensuite pour la symbolique. Au premier rang du cortège se tiennent côte à côte Emmeline Pankhurst ainsi que des suffragettes, mais aussi Millicent Fawcett et nombre de militantes suffragistes, prouvant ainsi au pouvoir public, à la presse et aux patriarches britanniques que la lutte féministe pour le droit de vote dépasse les querelles de chapelle, pour rassembler les femmes derrière un seul et même combat contre les lois érigées par les hommes. Dans les années qui suivent, la Première Guerre mondiale entraîne une accalmie inévitable dans le combat des suffragettes. Dès 1918, le Royaume-Uni octroie un vote partiel aux femmes. Et en 1928, le Parlement anglais adopte la loi sur la représentation du peuple qui étend le droit de vote à toute personne de plus de 21 ans, femmes comme hommes. Après quasiment un siècle de lutte, suffragistes et suffragettes remportent leur victoire au détriment de nombreuses pertes, traumatismes et humiliations. Le combat des Anglaises pour le droit de vote est un modèle d'acharnement et une preuve que les révolutions font la plupart du temps couler du sang. Malgré le triomphe de 1928, on constate que certains motifs de leur lutte restent d'actualité et que la bataille continue de se mener quotidiennement et sans relâche. Si certains considèrent les combats féministes aujourd'hui violents, l'histoire nous rappelle qu'ils l'ont été bien davantage et que la violence est toujours plus tolérée quand elle est l'apanage des hommes. Voilà pour ce récit,
que j'ai eu le plaisir de partager avec vous grâce à la plume de Jules Adam Mondras et à la collaboration des équipes de LDV Productions. L'heure H. Jean-Louis Lahaye.